Salut la brigade. Salut la brigade. Donc dans cette vidéo, je vais poser une suite de questions hyper intéressantes à Fabien Muller, mon courtier, sur le crédit et le dossier bancaire. Fabien, salut. Du coup, je te laisse te présenter. Salut Pierre. Donc Fabien, je suis courtier en prêt immobilier, courtier à Crédito, basé dans le département 42, situé entre Saint-Étienne et Roanne, pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, on va voir avec Pierre différentes questions que vous avez pu vous poser concernant les investissements immobiliers, comment faire pour obtenir de belles conditions. Donc on va voir tout ça ensemble. Est-il en pratique possible d'obtenir un prêt immobilier sans le moindre apport financier et jusqu'à quel montant? Alors, c'était tout à fait possible jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, mais les règles du jeu ont un peu changé là, en ce début d'année et surtout depuis la crise sanitaire et les effets de la Covid. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que c'est toujours possible, mais avec un mais justement, dans certains cas. Il va falloir vraiment montrer patte blanche et avoir un dossier costaud pour pouvoir convaincre nos amis les banquiers de vous accompagner dans des projets sans apport. Ça reste possible, mais avec certaines conditions. D'accord. Et pour la question du montant, c'est relatif. Après, c'est difficile d'y répondre parce que les montants, ça va dépendre. Le projet, le montant que ça va générer en revenu locatif, ça va dépendre aussi déjà de ta situation personnelle, l'épargne que tu peux déjà avoir en banque. Donc, ouais, c'est délicat de répondre à cette question. Okay. Ça va être, on va dire, en proportion à l'environnement général du projet. Une question sur l'apport. Quand est-ce qu'il devient obligatoire? Lors d'un premier bien immobilier, sans avoir acheté sa résidence principale, peut-on s'en passer? Alors, sans avoir acheté sa résidence principale, c'est possible de s'en passer. Il faut savoir qu'il y a des gens qui, par choix personnel, ne souhaitent pas devenir propriétaire de la résidence principale. Ouais. Selon notre situation professionnelle, on peut être amené à être muté ou autre. Donc c'est tout à fait légitime de se poser cette question et en parallèle de se constituer un patrimoine par l'investissement locatif. Donc oui, encore une fois, c'est possible, mais ça rejoint un petit peu la première question. Tout va dépendre de l'environnement de notre dossier et la façon d'optimiser tout ça. Possible, mais encore une fois, sous certaines conditions. Quels sont les leviers sur lesquels jouer pour avoir le meilleur taux? Ouais. Donc, vos questions, la brigade, elles sont très pertinentes. Pour pouvoir négocier le meilleur taux, il va falloir avoir un dossier costaud, montrer au banquier qu'on connaît son sujet, qu'on sait de quoi on parle. Parce que c'est vrai que si on vient un peu tout penaud et un petit peu dans ses souliers, le banquier ne va pas être rassuré. Donc déjà, il faut être convaincu de la légitimité de son projet, de la rentabilité, et puis il va falloir, dans certains cas, apporter des contreparties avec, par exemple, de l'épargne que vous avez à la banque et que vous allez transférer dans une autre banque. Montrer par A plus B que le dossier est rentable sur du long terme, que ça génère de la trésorerie, du cash flow, que vous prévoyez justement l'imprévisible en provisionnant de côté. Donc voilà, vraiment tout mettre de votre côté, mettre toutes les chances de votre côté pour convaincre le banquier. Quels sont les critères, solutions pour passer au-dessus du taux d'endettement de 33%? Y a-t-il une différence entre résidence principale et investissement locatif? Alors aujourd'hui, la différence, elle est minime. Cette notion de taux d'endettement à 33%, depuis le début d'année, elle est très regardée par les banquiers. Il faut savoir que le Haut Conseil de la stabilité financière, donc le HCSF, a imposé aux banques de respecter strictement le taux d'endettement à 33%. Et pourquoi je vous dis ça strictement? Parce que jusqu'à présent, on regardait donc cet aspect qui est important, mais aussi le reste à vivre. Après, les loyers perçus, les charges de prêts payés, on avait une notion de reste à vivre et ça avait tout son pesant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que même une personne qui gagne 10 000 euros et qui présente un projet qui va porter un endettement, par exemple, à 35%, donc cette personne pourra tout à fait vivre normalement, mais au niveau de la banque, ça va bloquer. Donc ces critères, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des critères ou des solutions. Encore une fois, cas exceptionnel, une personne qui a un gros patrimoine personnel, qui a un bel environnement, je ne vais pas vous dire que c'est impossible, mais c'est très difficile de passer aujourd'hui au-delà des 33%. Donc pour quelqu'un qui a une situation classique, est-ce que tu penses que ça vaut quand même le coup d'essayer ou c'est vraiment mission impossible Moi je suis de nature optimiste, donc on peut toujours essayer, mais on sait qu'on part de loin. Est-il vraiment compliqué d'acheter pour du locatif après un achat pour résidence principale?
Alors, ça rejoint un petit peu la question d'avant, parce qu'effectivement, avec ces nouvelles conditions donc, imposées par le HCSF, et encore une fois, cette notion des 33% d'endettement, aujourd'hui, effectivement, c'est un peu plus délicat de pouvoir combiner la résidence principale, donc financée par un emprunt, et enchaîner sur un projet locatif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les banquiers ne raisonnent plus donc, au différentiel. Je ne sais pas si ça avait déjà été évoqué, je crois qu'il y a une question dessus. Voilà, du coup, on creusera cette question. Donc voilà, les conditions se sont vraiment resserrées et durcies, donc encore une fois, pas impossible, mais pas évident non plus. Comment sera calculée la possibilité d'enchaîner d'autres crédits immobiliers si le cash flow est positif, négatif ou neutre? Ok. Donc j'imagine que c'est le cash flow du projet. Ouais, tout à fait. Dans une précédente vidéo, on avait évoqué l'importance du premier investissement. Et effectivement, ce premier investissement qui pose un peu les bases de tout projet, s'il est sérieux, s'il génère du cash flow positif, la trésorerie, tout s'autofinance, la trésorerie se génère, ça couvre les frais annexes, donc copropriété, taxes foncières, etc. Évidemment, pour d'autres investissements à suivre, ça va permettre déjà de faciliter la négociation. On a du recul, on a une visibilité donc, sur le projet déjà concrétisé. Donc on va pouvoir plus facilement se projeter et enchaîner une, deux ou trois autres opérations. Encore une fois, tout ça dans les limites des contraintes qui nous sont imposées aujourd'hui, cette histoire des 33% d'endettement, le calcul des revenus au réel et non pas au différentiel. Donc si tous ces éléments sont rassemblés, oui, c'est possible d'enchaîner plusieurs investissements. Avantages et inconvénients d'un crédit in fine par rapport à un crédit classique. Ok, alors le crédit in fine, c'est un crédit qui n'est pas courant, on va dire. C'est très marginal comme solution de financement. En deux mots, le principal avantage, ça va être de différer le remboursement du capital à la fin du prêt. Et donc pendant la durée entendue, vous allez payer seulement les intérêts et l'assurance du prêt, ce qui permet d'avoir une charge moins élevée, donc avec les loyers qui rentrent, avoir plus de cash flow. Donc ça, on va dire que c'est le principal avantage. Le principal inconvénient, par contre, c'est que le prêt in fine, il est accordé que sous certaines conditions, et notamment une, c'est de pouvoir donner au banquier en face une garantie sous forme de nantissement d'un placement financier, donc par exemple une assurance vie ou tout autre contrat, qui soit d'une valeur égale au montant emprunté. Donc c'est pour moi le principal inconvénient et qui effectivement réduit notre champ de tir. Quels sont les différents paramètres qui font augmenter ou baisser le taux et l'assurance? L'âge, l'apport, le capital, etc. Oui, alors on peut distinguer déjà le taux et l'assurance. Donc l'assurance, clairement, l'âge au moment de la souscription du prêt va avoir son pesant. La durée d'emprunt, parce que plus la durée est courte et moins on paye. Et concernant le taux d'intérêt, alors il va y avoir l'âge, le profil de l'emprunteur, son patrimoine personnel aussi, très clairement ça va jouer. Et puis selon s'il y a de l'apport ou pas d'apport, ça peut aussi avoir son importance pour négocier les meilleurs. Quelle est la meilleure façon de convaincre pour avoir un prêt IMO? La meilleure. Alors, pour avoir la meilleure, il faut passer par un courtier, ça va de soi aujourd'hui. Non, mais plus sérieusement, je me répète souvent quand on me pose cette question, mais il faut bien préparer en amont son projet. Si on est prêt, si on a anticipé les objections qui vont nous être faites par les banquiers, et je sais de quoi je parle parce qu'avant d'être courtier, j'ai été banquier pendant 15 ans, donc il faut vraiment préparer tout ça pour entre guillemets, avoir réponse à tout et ne jamais être déstabilisé. Il faut toujours voir la chose de la manière la plus pessimiste et vraiment arranger et transformer entre guillemets, ces défauts du dossier en avantages. Donc il y a des moyens de faire ça. Mais voilà, c'est tout à fait possible, tout à fait super optimisé. Super réponse, j'adore. Comment une banque évalue-t-elle le profil du demandeur de crédit et le risque à le financer? Ok. Alors les banquiers ont souvent l'œil pessimiste, c'est-à-dire que quand on leur présente un projet, le premier réflexe, ça ne va pas être de dire chouette, il me présente son projet, je vais l'accompagner, on va faire des super conditions. Non. Le premier réflexe, ça va plutôt être de dire quelle est la faille dans son projet, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais quelle est la faille dans son projet pour ne pas y aller, quoi, justement. Et donc il faut préparer encore une fois tout ça en amont pour présenter le dossier le plus solide possible. Ouais. Voilà.
Parce que eux, Quand on derrière, apporte ils des analysent, ils ont des logiciels, ils mettent Voilà, dans le logiciel, ils ont en des fait, réponses il y a- préfaites. Ils ont un tas d'algorithmes dans leur logiciel et aujourd'hui, malheureusement, l'humain n'a pas le pesant dans la décision. C'est vraiment la bécane qui, en moulinant les algorithmes, va donner un scoring vert, orange ou rouge. Et selon la couleur de ce scoring, le dossier passe ou ne passe pas, ou éventuellement passe en commission. D'accord. Et pour toutes les banques, c'est le Ouais, même genre de... c'est pareil pour toutes les banques. Donc, c'est Ok. ces algorithmes bancaires. Donc, si tu veux, quand on a un cumul de critères entre guillemets négatifs pour les banquiers, quand ça se cumule, le dossier devient difficile à faire passer. Qu'en est-il concernant les crédits envers les micro-entrepreneurs? Y a-t-il des réticences vis-à-vis de ce statut, même en cas de bon chiffre d'affaires? Très bonne question sur les micro-entrepreneurs. Alors effectivement, ils ont un statut particulier, mais qui aujourd'hui est pour le coup très courant. Et personnellement, j'ai accompagné des porteurs de projets qui étaient auto-entrepreneurs en place depuis 2 ou 3 ans, avec une affaire qui tourne, un chiffre d'affaires qui leur permet de vivre très sereinement. Donc oui, c'est tout à fait possible de pouvoir réaliser des investissements locatifs ou même pour la résidence principale et de solliciter un prêt en étant auto-entrepreneur. Oui, c'est possible. Super, merci Fabien. Je t'en prie, au On plaisir. a fini avec la liste de questions. Vous pouvez cliquer ici pour la vidéo suivante et en attendant, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.